Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle formule d'envie de lecture où je vous retrouverai tous les 15 jours pour vous faire part des nouveautés en librairie. Aujourd'hui, je reçois Laurent Garin, bonjour. Bonjour Isabelle. Et Stéphanie Ferial. Bonjour Isabelle. Vous êtes tous les deux libraires à la librairie Le Pavé du Canal, une librairie indépendante. Tout à fait, qui se trouve à 2 pas d'ici. Tout près, donc à Montigny, à Saint-Quentin. À Saint-Quentin, oui. Et vous allez aujourd'hui nous faire partager vos choix, votre sélection de beaux livres à offrir pour Noël ou à s'offrir. C'est ça, ouais, à mettre sous le sapin en tout cas. Très bien. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec votre premier choix, c'est le vôtre, Laurent. Oui, tout à fait. Alors c'est un bel ouvrage sur le château de Versailles qui a été pris en photo par... Il y a 250 photographes officiels sur le château de Versailles. Donc c'est un collectif. C'est un collectif, oui, tout à fait. Et donc ils ont eu porte ouverte sur l'ensemble du château. Donc là, ce sont des pièces qui sont habituellement réservées au personnel uniquement, enfin qui ne sont pas ouvertes au public. Oui, c'est ça qui est exceptionnel en fait. Ouais, tout à fait. Ce sont les photographes officiels. Ouais, mais qui prennent cette fois-ci des pièces qui ne sont normalement pas ouvertes au public et on peut découvrir plein de pièces qui sont normalement... Donc on a accès à tous les petits passages secrets. Voilà, et tous les recoins du château qui sont habituellement pas de notre vision. D'accord, donc un bel ouvrage. Un très bel ouvrage, ouais. Et à chaque fois, donc essentiellement photo, donc. Uniquement, avec un petit texte explicatif finalement sur le cliché, mais vraiment très très court. La principale intérêt c'est vraiment la photo en fait. D'accord. C'est vraiment c'est ça qui vous a... Le cliché, vraiment, Et les photos sont très belles et donc, c'est de fureter comme ça à travers le château, de voir des nouvelles choses, de découvrir des pièces. Oui, c'est une promenade un peu à travers les photos, dans le château, à travers l'œil de tous ces photographes qui ont accès à ces espaces. À l'exhaustivité du château. Et donc, on connaît tous certains clichés, on a tous les glaces, la galerie des glaces. La galerie des glaces ou certaines pièces qui sont connues de tous, mais là, c'est vraiment la découverte d'un autre château qui est normalement pas vu par personne finalement. Ah oui, ça donne envie de découvrir de nouvelles visions, en tout cas, du château de Versailles. Voilà, donc, les lieux cachés. Les lieux cachés, exactement. Et Albin Michel avait déjà fait un ouvrage il y a 2 ans sur les jardins du château de Versailles. D'accord. Donc c'est un peu la continuité sur une très belle couverture de très beaux papiers glacés. D'accord. Donc ça c'est un très beau cadeau. C'est chez Albin Michel. C'est chez Albin Michel, tout à fait. Stéphanie, est-ce que vous avez un autre choix à nous faire partager? Oui, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour le dictionnaire amoureux de la montagne. D'accord. Chez Plomb. D'abord, moi j'aime beaucoup cette collection. Elle est assez originale. Elle permet de vagabonder sur un thème donné, un lieu ou une personne. En général, il est toujours fait par un spécialiste. Pierre Herrero a fait celui du rugby, Ducasse a fait celui de la cuisine par exemple, ou Decaune a fait sur le rock. Là, c'est Frédéric Thiriet qui, lui, en fait, à la base, c'était un avocat. C'est l'ex-président de la fondation de la Ligue de football. Effectivement, il a été pendant 14 ans ou 15 ans, effectivement, président de la Ligue de football. Et c'est un amoureux de la montagne. Et c'est un amoureux de la montagne. Voilà. Donc, il y a habité très longtemps. Et dès 10 ans, on l'a mis sur des skis. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ce dictionnaire amoureux, ça va plus loin, c'est vraiment une déclaration d'amour à la montagne. Donc c'est toujours le même principe, de A à Z, il y a une occurrence pour chaque lettre, voire même plusieurs occurrences pour chacune des lettres. Là, la montagne, donc c'est foisonnant, c'est un des plus gros et des plus denses d'ailleurs de la collection. Il est quand même assez dense, c'est vrai, mais tout y est, ils y sont tous, des guides rébuffards. Oui, j'ai vu qu'il y avait une galerie de portraits également, et j'ai cru comprendre qu'au-delà d'une promenade amoureuse, il y avait quelque chose d'assez passionnel également. Oui, tout à fait, parce que je trouve qu'il va plus loin et c'est vrai qu'il va jusqu'à dire qu'est-ce qu'apporte la montagne, qu'est-ce qu'est la montagne et pourquoi est-ce que on y grimpe, il y avait un roman, le livre Les Conquérants de l'inutile, c'est ça, pourquoi est-ce qu'on y va, pourquoi est-ce que de la montagne, au-delà des dangers même. Tout à fait, au-delà du danger, et encore c'est plus l'homme qui se met souvent en danger. La montagne en elle-même, il suffit de l'appréhender, une fois qu'on l'a comprise, qu'on a le matériel, qu'on a la condition physique, c'est pas elle qui va se mettre en danger, c'est l'homme qui va plutôt s'y mettre en danger, moi je trouve. Donc il y a des portraits, des anecdotes, anecdotes, le côté mystérieux, magique, mais aussi des drames, c'est ça? Drames, mais aussi ce qu'apporte la montagne, sur le dépassement de soi, sur le dépassement de limites, sur la quête de soi, sur qu'est-ce que la montagne.
montagne. D'ailleurs, il y a une occurrence, montagne. Ouais. Voilà. Donc ils y sont tous, bien sûr, mais c'est aussi, oui, voilà, qu'est-ce qu'apporte la montagne et qu'est-ce qu'elle a de danger, mais qu'est-ce qu'elle apporte aussi de grandiose. D'accord. Voilà. Donc c'est passionnant. Donc le dictionnaire amoureux de la montagne, c'est chez Plomb. C'est chez Plomb, tout à fait. Et on enchaîne tout de suite. Voilà, je voulais juste ajouter, mots dans cette collection, en fait, il y a aussi le dictionnaire amoureux de Hergé, d'Albert Algoud. Voilà. De Tintin. Dans la même... De Tintin, pardon. Ouais. Ouais. Et voilà, dans la série des cadeaux. Une deuxième sélection. C'est ça, dans cette même collection. À découvrir également. À découvrir, Laurent, est-ce qu'on continue avec vous, avec une autre œuvre? Allons-y. Donc avec Le Mur, D'accord. The Wall, qui est un collectif parisien. Oui, qui veut dire alors? Alors, qui veut dire modulable, urbain, et réactif. Voilà, c'était ça, modulable, urbain et réactif. Et qui ouvre en fait un mur à des artistes. C'est ça, rue Oberkampf, enfin dans le 11e. Oui, c'est ça, rue Oberkampf, ouais, tout à fait. Donc il y avait un premier ouvrage qui, en fait c'est sur 10 ans, donc le premier ouvrage faisait 2005-2010, celui-ci fait 2010-2015. Ouais. Et en fait ils alternent entre un artiste français et un artiste étranger. Et en fait ils laissent ce mur-là ouvert durant 2 semaines. Donc charge à l'artiste de faire ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire. Ouais. Et c'est une vraie page blanche qui est laissée à tous ces artistes de street art. Donc il y a du graphe standard, il y a du collage, il y a de la photo, enfin vraiment c'est donc l'art urbain, l'art urbain dans toute sa splendeur et son expression. Et voilà, et c'est très bien qu'il y ait des endroits comme ça sur Paris où, alors en plus ça fait tache d'huile parce que ça a pu, ce principe-là a pu se répandre un peu en France. Oui, c'est ça qui est fantastique, aussi, exactement, parce qu'ils ont développé. Ils ont développé ce concept-là, donc il y en a un je crois à Montpellier, je sais qu'il y en a aussi en Asie. En Cambodge. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est très bien qu'on laisse un peu de place pour l'art contemporain, enfin de la rue. C'est une très belle chose. Et on détourne le mur. Et on détourne le mur. Et on détourne la ville de sa fonction première. Et voilà, il y a des très très belles choses, quoi. Donc on découvre vraiment beaucoup de choses, quoi. Belle édition, bien organisée, avec des textes en français et en anglais. Et en anglais, tout à fait. Et il y a toujours cette petite mise en perspective de l'auteur, de son œuvre et de l'œuvre, enfin de son œuvre complète et de l'œuvre qu'il a produite là sur le mur. Voilà, donc il y a toujours ce petit texte qui accompagne en plus l'œuvre, qui explique un peu comment c'est arrivé. D'accord. Voilà. La deuxième édition. Donc, la deuxième édition, oui. Et ça chez Hermann. Exactement. Voilà. On continue, Stéphanie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochain choix? Alors oui, mon autre choix, c'était sur le beau livre de la préhistoire. Voilà, qu'on n'a pas effectivement sur le plateau. Fait par donc, Marc Azéma et Laurent Brasier, l'un étant un spécialiste de la préhistoire et l'autre un historien. Alors, ma question, c'est, j'ai envie de dire, bon, des livres sur la préhistoire, il y en a pléthore. Qu'est-ce qui nous apporte celui-ci de nouveau, finalement? Moi, je l'ai trouvé très moderne. C'est-à-dire qu'on a à peu près 200 entrées différentes, une par page. On a un texte et une photo, toujours correspondantes. Et en fait, ce que j'ai aimé, ce sont les 200 grandes étapes de la préhistoire, mais de façon vraiment internationale, et non pas que en France ou en Europe, où effectivement est né quand même le berceau humain. Et puis, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a beaucoup d'entrées artistiques. C'est-à-dire que, effectivement, si je me souviens bien, c'est Marc Azéma qui est vraiment spécialiste de l'art pariétal et du coup qui s'est vraiment penché, et d'ailleurs il termine avec la SCOCAT, avec qui il a participé, sur d'essayer de chercher à travers l'art, à travers ce qu'on a retrouvé, alors aussi bien des poteries, aussi bien des statuettes, aussi bien, alors surtout effectivement l'art, les fresques, essayer de déterminer qui étaient nos ancêtres, entre guillemets. Et puis à quel moment finalement sont nés tel et tel événement, à quel moment le langage est arrivé, à quel moment les premiers outils ont été donc vraiment en gros, on faits. retrace quoi, 7 millions d'années à peu près, en 200 entrées à peu près, voilà. Et puis j'ai aimé le style aussi, c'est-à-dire que d'habitude, effectivement, ces livres-là, parfois, peuvent être un peu rébarbatifs ou un peu trop scientifiques. Oui, or là, pas du tout. C'est tout à fait destiné à des... tout à fait, mais même à des enfants. Enfin, des enfants, effectivement, enfants, on s'intéresse toujours beaucoup à la préhistoire, c'est vrai. Et finalement, un gamin peut tout à fait lire. C'est finalement accessible à des enfants, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a un vocabulaire un peu riche, mais au contraire, ça va, parce qu'en plus, les photos sont aussi très modernes, je trouve, très actuelles. Donc, du coup, ça donne quelque chose, effectivement, de vivant et pas du tout de poussiéreux ou de rébarbatif. Et puis aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il parle aussi du métier des archéologues. Et ça aussi, enfin voilà, quelles sont les techniques utilisées maintenant pour effectivement essayer de trouver, de dater correctement. Donc on dépoussière un petit peu aussi le livre sur la préhistoire qu'on a tous dans nos bibliothèques. Voilà, c'est
c'est ça. Et puis ce qui est fascinant, c'est qu'on continue encore à apprendre des choses. Oui, quoi. c'est ça Voilà. Et ça, moi, je trouve ça fascinant. Tout à fait. Donc mise à jour. Oui, tout à fait, vraiment. Ouais. Non, c'est vraiment très bien fait. Parfait, donc un très beau livre. Donc, un très beau livre chez Duno, donc le beau oui. livre de la préhistoire chez Duno, de Toumaï à Lascaux 4. Merci pour cette découverte. Et on termine donc avec la dernière sélection, Laurent. Qui est sur la vie intellectuelle en France, qui est paru au Seuil en 2 volumes. Alors, on parle dossier, là. Un gros dossier, oui, mais très intéressant. On parle souvent des intellectuels français. Oui. Enfin, c'est un peu obscur. C'est un peu obscur. Alors, voilà. Et là, cet ouvrage, en fait, recense tout ce qu'il y a pu avoir en France de la Révolution jusqu'à nos jours. Donc le premier tome fait la Révolution jusqu'à 14. C'est ça, ce sont 2 siècles, un siècle par tome. C'est ça, un siècle par tome. Et c'est pas tant une biographie pure de nos différents intellectuels, c'est vraiment comment ils ont créé des mouvements, comment ça s'est inscrit dans la société, quels étaient un peu les impacts qu'il y a pu avoir sur la société civile comme politique. Enfin, c'est pas uniquement, on détaille pas ce qu'a pu faire certains grands intellectuels français, c'est vraiment comment ils se sont intercalés les uns avec les autres, quels mouvements ils ont pu faire en France, mais aussi au niveau de l'Europe et au niveau mondial. Enfin voilà, toute cette interférence. Les interconnexions, donc entre diverses personnalités, c'est ça. Alors, des mouvements. C'est fait de façon chronologique, mais donc on est plus sur des mouvements politiques ou sociétals, et comment ils se sont inscrits sur nous, nos vies à nous. Et donc, sur un plan national, mais aussi international, avec des échanges intellectuels en Europe ou pas en Europe. Et au niveau mondial aussi, enfin, les échanges qu'il y a pu y avoir avec les États-Unis, par exemple. Enfin, voilà. Tout ça est bien détaillé, et ça nous permet un peu de se refaire une idée de l'intellectuel français. Également est abordée l'hégémonie parisienne, j'imagine. Et la lutte, justement, de la province vis-à-vis de cette hégémonie parisienne. Tout à fait, ça donne très envie de lire. Et de comprendre aussi que c'est pas auto-centré sur Paris, qu'il y avait aussi une vie intellectuelle très dense tout autour de la France, et qui arrivait à diffuser partout dans le monde. Donc voilà, un ouvrage vraiment très intéressant. Donc au Seuil, oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie énormément pour cette sélection. On a plein de bonnes idées pour les fêtes. Il nous reste quelques jours et on va en profiter pour venir vous voir. Très bien, on vous accueille. Merci à vous deux. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir Isabelle. Au revoir.